il y a des combattants qui cherchent à te finir, et il y a ceux qui cherchent à t'éteindre lentement. Merab Dvalishvili fait partie de cette deuxième espèce. Pas un tueur spectaculaire, pas un finisseur, mais un broyeur. Un homme qui ne te bat pas sur un instant, mais sur un principe. Le week-end dernier, contre Cory Sandhagen, il a encore prouvé qu'il n'a pas besoin de chaos pour dominer. Il suffit qu'il te touche, qu'il t'enferme, et le reste du combat devient une lente asphyxie. C'est une oppression sans colère, une mécanique sans émotion, un cardio sans fin, un mental sans pause. Depuis des années, il répète la même équation. Plus de tentatives de lutte, plus de transitions, plus de mouvements que quiconque. Et ça marche. Il use tout le monde, il épuise les puissants, il noie les techniciens. Et même quand il ne fait rien de spectaculaire, il gagne tout. Alors la vraie question c'est plus comment survivre à Merab, c'est comment battre un homme qu'on ne peut ni épuiser, ni contrôler, ni frapper. Parce que Merab, c'est le genre de combattant qui te prive de ce qui fait ton style. Il t'enlève ton rythme, ton espace, ton souffle. Et quand tu crois pouvoir respirer, il est déjà sur tes hanches. Dans cette vidéo, on va décortiquer son système. Sa lutte, sa biomécanique, son mental, ses failles, et surtout, les seules pistes réalistes pour l'arrêter. Pas un comment battre un lutteur, un comment battre Merab Dvalishvili. Bienvenue dans une vidéo où la question n'est pas de frapper plus fort, mais de comprendre comment casser le mouvement d'un homme qui ne s'arrête jamais. Merab Dvalishvili est une anomalie. Un combattant qui n'a pas besoin d'être explosif pour être oppressant. Pas besoin d'un seul takedown parfait, il en tente 40. Et sur ces 40, il n'en réussit peut-être que 10. Mais ces 10-là suffisent à ruiner ton oxygène, ton timing et ta confiance. Son style repose sur une idée simple. Le contrôle ne vient pas de la position, mais de la continuité. Chez Merab, tout est en mouvement. Il entre, il change de niveau, il se colle à toi. Il te fait reculer, puis repart sur un autre angle. Ce n'est pas une lutte de projection, c'est une lutte de pression. Il ne cherche pas à t'élever, il cherche à te déséquilibrer, à répétition, jusqu'à ce que ton corps lâche avant le sien. La clé, c'est son volume mécanique. Chaque mouvement est économe, mais répété 100 fois. Son bassin reste bas, sa posture compacte, son centre de gravité presque impossible à déloger. Là où la plupart explosent puis respirent, lui glisse d'un effort à l'autre sans jamais rompre le plus. C'est ce qui rend sa lutte si étouffante. Elle ne s'arrête jamais, mais elle ne déborde jamais non plus. Il ne cherche pas le finish, parce que dans son système, le finish est un bonus. Le but, c'est de briser la structure de ton jeu, ton équilibre, ton rythme et ta patience. Chaque tentative, même manquée, est un point de fatigue supplémentaire. Et c'est là que son génie opère. Là où un autre déspirait son énergie, lui en récupère. Parce que ce n'est pas une lutte explosive, c'est une lutte d'endurance active. Merab n'a pas besoin de surprise, il a besoin de constance. Il impose un tempo qui ne laisse aucune marge au hasard. Même quand tu penses qu'il te tient sans but, il t'oblige à résister. Et résister contre lui, c'est déjà perdre. Il te fait exister dans son rythme, jusqu'à ce que le tien disparaisse complètement. Sa pression est presque algorithmique. Toujours le même schéma. Entrée directe, contact, chain wrestling, repositionnement. Pas d'angle sophistiqué, pas de feinte excessive. Juste un flux constant, réglé comme une boucle fermée. Et c'est cette répétition, paradoxalement, qui le rend imprévisible à l'échelle du combat. Tu sais ce qu'il va faire, mais tu ne sais plus quand ton corps cessera de le supporter. Et quand la cloche sonne à la fin du round, Merab n'a pas seulement marqué du temps de contrôle, il a effacé quelque chose en toi. La certitude que tu peux encore inverser le cours du combat. Pour comprendre Merab, il faut comprendre le moteur derrière la machine. Parce que son style ne fonctionne que grâce à une chose. Un corps et un mental construits pour supporter l'impossible. D'un point de vue physiologique, Merab n'est pas un athlète explosif au sens classique. Il n'a pas le rebond d'un sprinter, ni la détente d'un lutteur olympique. Mais il possède ce que la plupart des champions n'ont pas. Un moteur sans zone rouge. Ces échanges sont pensés pour rester dans une plage d'effort constante, juste en dessous du seuil où la plupart s'effondrent. Là où d'autres montent, explosent et redescendent, lui reste dans un état de combustion lente, presque monotone. C'est ce qu'on appelle une économie d'intensité. Et c'est cette économie qui lui permet de répéter les mêmes séquences indéfiniment, sans jamais paraître essoufflé. Merab, c'est le produit parfait d'une culture d'endurance. La lutte géorgienne, les collines, les kilomètres à vide, le mental forgé dans la répétition. Il n'a pas besoin d'adrénaline, son corps est conditionné pour ne pas la subir. Son secret, ce n'est pas la force, c'est la constance. Mais au-delà du physique, il y a une autre dimension, mentale. Merab n'entre jamais dans un combat pour gagner vite, il entre pour gagner toujours. Il n'a pas besoin de prouver, il a besoin d'avancer. Et cette simplicité dans son attention est ce qui le rend si dangereux. Là où la plupart doutent après une mauvaise séquence, lui ne se pose pas la question. Il n'a pas d'ego à défendre, seulement une tâche à accomplir. Ce détachement émotionnel fait de lui un combattant unique. Il ne s'énerve pas, il ne célèbre pas, il ne change jamais de visage. Parce que son énergie ne monte pas, elle s'étale. Et tant que la cage existe, il a de quoi avancer. Quand on regarde Merab, on pourrait croire qu'il ne fait rien. Pas de projection spectaculaire, pas de frappe décisive, et pourtant, chaque seconde passée contre lui est une fuite d'énergie. Ce n'est pas une lutte de domination brute, c'est une lutte d'érosion. Son jeu repose sur un principe, le contrôle dynamique.
Merab n'immobilise pas, il accumule. Chaque contact est une prise d'information, chaque tentative une pression supplémentaire, il ne cherche pas à te figer, il cherche à te faire exister dans un inconfort constant. Et c'est cette usure lente, imperceptible, qui finit par te briser. Le cœur de son système, c'est le grind. Pas celui du sol classique, mais celui de la cage. Il isole une jambe, bloque la hanche et colle tout son poids dans son centre de gravité. Sa tête reste ancrée sous ton menton, sa main libre gère la rotation et son bassin s'ajuste au moindre mouvement. Il ne force jamais, il sature. Tu n'as jamais la place de respirer, mais tu n'as jamais l'impression qu'il te domine totalement. Et c'est ça le piège. Le contrôle de Merab est stérile par intention. Ce n'est pas un manque de technique, c'est une stratégie d'efficacité énergétique. S'il ne frappe pas, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas faire mal, c'est parce qu'il veut rester collé. Frapper, c'est créer un espace. Et l'espace, c'est exactement ce qu'il refuse de donner. D'un point de vue biomécanique, sa posture est une forteresse. Son dos reste en tension constante, sa base large, ses genoux semi-fléchis. Il absorbe chaque tentative de déséquilibre sans jamais rompre sa structure. Sa chaîne postérieure, hanche, fessier, lombaire, agit comme un ressort lent. Il ne pousse pas, il résiste. Et cette résistance, prolongée round après round, vide littéralement les réserves de ses adversaires. Le paradoxe, c'est que ce contrôle ne fait rien, mais empêche tout. Il ne cherche pas à t'affiger du dommage, il t'empêche d'en infliger. Et dans un sport où l'efficacité est comptée seconde après seconde, cette forme de neutralisation devient une arme absolue. Contre Merab, tu ne perds pas sur un coup, tu perds sur une somme de micro-efforts que ton corps ne peut plus rembourser. Tout système, aussi complet soit-il, crée ses propres vulnérabilités. Et celui de Merab n'échappe pas à la règle. Parce qu'à force de vouloir tout contrôler, il s'enferme dans une forme de prévisibilité. La première faille, c'est la linéarité de ses entrées. Merab avance 3, toujours dans l'axe. Il ne feinte que rarement. Il ne varie ni les niveaux ni les directions. Ses attaques sont efficaces parce qu'elles sont nombreuses, pas parce qu'elles sont invisibles. Mais à haut niveau, cette répétition devient lisible. Et quand un adversaire comprend son tempo, les ouvertures apparaissent. Les genoux en ligne, les uppercuts en séparation ou les pivots latéraux pour échapper au mur de pression. La deuxième faille, c'est le coût invisible de sa méthode. Son cardio semble infini, mais il repose sur un équilibre fragile. S'il perd le contrôle du rythme, s'il doit subir au lieu de dicter, sa structure entière se dérègle. Il a besoin d'être le premier à bouger, le premier à toucher, le premier à s'engager. S'il doit réagir, il devient humain. Et c'est là que le chaos qu'il contrôle si bien peut soudain se retourner contre lui. Troisième point, son contrôle est statistique, pas décisif. Merab domine les chiffres, pas forcément les rounds. Il accumule du temps de contrôle, mais pas toujours du dommage effectif. Et face à un adversaire capable de scorer, probablement sur les rares moments d'espace, il peut perdre un combat sur la perception des juges, même en ayant dominé visuellement. C'est une lutte qui use, pas une lutte qui blesse. Enfin, il y a la question de la séparation. Chaque fois que le clinch se brise, Merab s'expose. Pendant une fraction de seconde, il passe d'un lutteur compact à un combattant désaligné. Et c'est dans ces micro-espaces que tout peut basculer. Un genou, un contre, un pivot ou un retour instantané en striking. En résumé, Merab ne perdra pas parce qu'il sera dominé, il perdra parce qu'un adversaire saura punir les moments entre ses dominations. Et face à un homme qui ne s'arrête jamais, ces instants valent de l'or. Quand Merab a affronté Petr Yan, beaucoup s'attendaient à une guerre technique. On a eu une démonstration mécanique. Merab a transformé un striker d'élite en un simple survivant. Et cette fois-là, il n'a pas gagné grâce à une technique supérieure, mais grâce à une équation que Yan n'a jamais su résoudre. Le volume contre la précision. Dès le premier round, le ton est donné. Yan attend, il cherche le timing parfait. Merab, lui, ne cherche pas la perfection. Il cherche le contact. Dès qu'il entre, il ne te laisse plus respirer. Yan se retrouve acculé, obligé de défendre, de se redresser, de cadrer. Et chaque redressement devient une ouverture pour un nouveau takedown. Le combat devient une boucle. Merab la contrôle, Yan l'endure. C'est le point clé du combat, le rythme. Yan, habituellement maître du tempo, n'a jamais dicté la cadence. Merab a imposé la sienne, rapide, irrégulière et étouffante. Pas d'angle, pas de piège, juste une densité constante qui empêche toute lecture. Et round après round, l'écart s'est creusé. Le volume de tentatives de Merab a littéralement neutralisé la précision clinique de Yan. Mais ce combat a aussi révélé les pistes. Parce que si Merab a dominé le grappling, il n'a jamais infligé de dommages significatifs. Ses contrôles étaient prolongés, mais pas dangereux. Et c'est là que le contre-game plan doit naître. Pour battre Merab, Yan doit inverser la logique du combat. Il doit accepter de concéder la proximité, mais de refuser la redondance. Au lieu d'essayer d'arrêter chaque takedown, il doit apprendre à punir la tentative. Les genoux en ligne, les uppercuts au moment du reshoot, les coups de court dans la séparation. Pas des réponses défensives, mais offensives. L'autre clé, c'est la gestion de la cage. Yan ne doit plus se laisser enfermer. Ses appuis, d'habitude plantés pour contrer, doivent redevenir mobiles. Il doit tourner, pivoter, briser la structure linéaire de Merab. Car chaque fois que Merab avance droit, un pas de côté suffit à l'exploser. Mais ce pas doit venir avant le contact, pas après. Enfin, Yan doit changer d'objectif. Ne pas survivre au grind, mais le court-circuiter. Pour ça, il faut accepter le chaos des premiers rounds et viser la domination nette sur les 3 premiers. Parce que plus le combat dure, plus la logique de Merab s'impose. Le seul moyen de le battre, c'est de lui voler le temps qu'il utilise pour t'user. Yan n'a pas perdu parce qu'il a été dominé,
il a perdu parce qu'il a voulu jouer un combat rationnel contre un homme irrationnel. Et face à Merab, la stratégie ne suffit pas. Il faut oser le punir pour oser le freiner. Le combat entre Merab et Umar, c'était plus qu'un duel entre deux lutteurs. C'était une collision entre deux systèmes. L'un fondé sur le flux, l'autre sur le contrôle. Et ce soir-là, le flux a gagné. Dès le début, Umar a voulu observer. Il a cherché à lire le rythme, à trouver des ouvertures, à installer son timing. Mais contre Merab, il n'y a pas de rythme à lire. Il n'y a que du mouvement, du bruit, des collisions. Et c'est ce chaos permanent qui a rendu le QI défensif d'Umar inutile. Merab ne lui a jamais laissé d'espace pour transformer chaque technique en structure. Il a transformé le combat en un brouillard où la précision d'Umar ne valait plus rien. Sur le plan de la lutte, Merab n'a pas gagné chaque échange. Mais il a possédé chaque phase. Chaque clinch, chaque contact, chaque transition était une micro-victoire. Même quand Umar défendait bien, il ressortait plus tendu, plus crispé, plus consommé. Et cette consommation progressive a fait basculer le combat. Pas sur une technique, mais sur une accumulation de micro-efforts que Merab ne payait jamais. Ce combat a aussi exposé une vérité essentielle. Merab ne gagne pas parce qu'il t'empêche de lutter, il gagne parce qu'il t'empêche de penser. Et pour un combattant comme Umar, dont tout le système repose sur la lecture, c'est le poison parfait. Mais c'est précisément là que se trouve la clé du contre-plan. Pour battre Merab, Umar doit refuser le brouillard. Ne pas s'y perdre, mais y semer des repères. Au lieu d'attendre les ouvertures, il doit créer les pauses. Des feintes, des resets, des changements de tempo. Il ne peut pas rivaliser en volume, il doit briser la continuité. Couper la boucle, forcer Merab à réagir. Le premier axe, c'est le travail au corps. Merab vide son endurance, il faut le taxer. Des middle kicks, des front kicks, des touches au foie. Pas pour finir, mais pour l'obliger à ralentir son flux. Chaque impact abdominal est une coupure de souffle potentielle dans le système. Le second, c'est le positionnement. Umar doit lutter non pas pour renverser, mais pour orienter. Chaque fois qu'il est poussé à la cage, il doit cadrer la hanche, pivoter et recréer la distance. Pas d'effort prolongé, une rotation, une sortie. Faire échouer Merab sur des séquences courtes, pas sur des guerres d'usure. Enfin, le mental. Umar ne doit pas s'importer quand il ne trouve rien. Parce que Merab se nourrit de la frustration. La patience calculée, celle qui laisse venir sans subir, sera sa meilleure arme. Il doit transformer la densité de Merab en inertie. Et pour ça, il doit rester froid, précis, minimaliste. Si Yann doit punir, Umar doit rediriger. Ne pas bloquer Merab, mais le détourner. Parce que pour battre un torrent, on ne résiste pas, on apprend à le faire passer à côté. On se demande souvent ce que deviendra un système comme celui de Merab s'il changeait d'échelle. Parce que sa domination chez les bantams repose sur un équilibre rare. La densité physique d'un featherweight, l'endurance d'un alien et le moteur d'un marathonien. Mais que se passerait-il si cet équilibre se déplaçait? S'il affrontait des adversaires capables de survivre à sa tempête ou d'y répondre? Le premier cas, Volkanovski. Volk, c'est tout ce que Merab n'aime pas. Un petit corps, mobile, un jeu d'angle et un contrôle spatial absolu. Il n'a pas besoin d'être explosif pour rendre ta pression inutile, il suffit qu'il tourne, qu'il sorte en diagonale, qu'il te redéfinisse la distance à chaque échange. Face à lui, le mur de graines de Merab ne collerait plus à rien. La cage ne deviendrait plus un piège, mais un cercle vide. Volkanovski a aussi un autre atout, la capacité à tirer le chaos vers la clarté. Même dans les échanges brouillons, il garde la lecture. Et face à un lutteur qui font tout sur la saturation, ce sens du timing pourrait suffire à inverser la dynamique. Volk n'aurait pas besoin de l'arrêter, juste de lui faire perdre la direction. En deuxième cas, Alexandre Pantoja. A l'inverse, Pantoja c'est le chaos pur. Explosif, imprévisible, dangereux dans chaque transition. Là où Merab veut te noyer dans le volume, Pantoja veut te tuer dans la rupture. Son explosivité courte, ses scrambles violents et ses capacités à frapper en sortie de grappling en fera un cauchemar pour le contrôle de Merab. Mais sur la durée, la logique du volume reprendrait le dessus. Le grinder contre le feu follet, le chaos contre la constance. Ces scénarios montrent une chose. Le système de Merab fonctionne dans une catégorie où le rapport poids-endurance lui donne un avantage biologique. Mais plus haut ou plus bas, il perd cette asymétrie. Et sans elle, son grind devient humain. On ne bat pas Merab, en essayant de survivre à ses pressions. On le bat en la ciblant. Son grind est une machine, mais comme toute machine, il ne fonctionne que quand tu le laisses tourner. Le but, ce n'est pas de le stopper, c'est de le faire dérailler. Contre Merab, chaque minute de retard pèse double. Son cardio ne descend jamais, mais le tien, oui. C'est pourquoi le début du combat est la fenêtre. Pas pour le finir, mais pour le ralentir. Tu dois imposer un tempo qui perturbe son cycle. Feinte, frappe variée, cadre agressif. Il faut lui faire payer chaque entrée. Un genou, un crochet court en pivot, un contre en sortie de clinch. L'objectif, lui faire douter de ses automatismes. Parce que Merab n'improvise pas, il exécute. Et quand l'exécution rencontre la peur du contre, la machine se crispe. Le deuxième point, défendre en rotation, pas en recul. Reculer contre Merab, c'est mourir à petit feu. Plus tu donnes de cash, plus tu réduis ton oxygène. Le combat doit se jouer en diagonale. Quand il entre, pivote, quand il te colle, cadre. Fais de la cage un espace mobile, pas un mur. Son contrôle est fort tant qu'il est perpendiculaire à toi. Brise cet alignement, et son grind devient inefficace. C'est exactement là que se trouvent les ouvertures. Les genoux sur les changements de niveau, les crochets courts sur la sortie du corps à corps, et les coups de coude dans la séparation.
Ses frappes ne visent pas à faire mal, mais à rétablir la distance. Chaque punition sur la séparation doit être un rappel, tu payes chaque contact. Troisième point, lutter intelligemment, accepter le clinch et refuser le sol. Essayer de tout défendre est un piège. Contre Merab, tu dois choisir où tu veux perdre, et comment tu veux reprendre. L'idée n'est pas d'éviter le grappling, mais de le canaliser. Accroche-le au clinch, bloque sa hanche, utilise tes underhooks pour créer une surface stable. Ce n'est pas du grappling défensif, c'est de la lutte de neutralisation. Et quand tu sens la séparation arriver, tu frappes. Les genoux et les coudes deviennent tes sorties de secours. Ne cherche pas à le renverser, cherche à le frustrer. 4. Jouer la carte de l'impact. Merab gagne aux œufs des juges par le volume. Tu dois gagner par l'impact. Même si tu frappes moins, tu dois frapper mieux. Un low kick propre, un direct marqué, un contre clair au menton. Tout ce qui peut donner au juge une impression de domination technique. Parce qu'en statistique brute, tu perdras. Mais dans la narration du combat, tu peux gagner. En résumé, le game plan idéal contre Merab, c'est de le punir, pas de le fuir. Prendre les 3 premiers rounds, lui refuser ses cycles et transformer chaque contact en menace. Parce que Merab ne s'épuise pas seul, mais il s'éteint quand son contrôle ne produit plus rien. Contre lui, la victoire ne vient pas du chaos, elle vient de la lucidité. Et la lucidité, c'est ce qu'il essaie de t'enlever à chaque seconde. En conclusion, Merab-Dvalishvili n'est pas un combattant classique, c'est une mécanique. Un algorithme en short, programmé pour répéter la même séquence jusqu'à ce que ton corps, ton souffle ou ton mental lâche avant le sien. Il ne cherche pas à t'humilier, il cherche à t'user. Et c'est ce qui le rend si difficile à battre. Il n'a pas besoin d'un moment fort, il a juste besoin du temps. Face à lui, la plupart craquent. Non pas parce qu'ils sont dominés, mais parce qu'ils n'ont plus de réponse. Merab transforme chaque tentative en une question que tu dois résoudre à nouveau. Encore et encore. Et à la fin, il n'y a plus de réponse, seulement la fatigue. Mais c'est justement là que réside la faille. Parce qu'un système aussi pur, aussi constant, finit toujours par révéler ses limites. À force de chercher la maîtrise totale, Merab a effacé ce qui rend le combat dangereux, l'incertitude. Et quand un combattant n'accepte plus le chaos, il devient prévisible. Un jour, quelqu'un trouvera la formule. Quelqu'un qui ne cherchera pas à rivaliser, mais à punir. Quelqu'un qui comprendra que, contre Merab, la victoire ne vient pas du volume, mais de la lecture. Un combattant capable d'imposer un rythme clair dans la tempête, de tourner au lieu de subir, de frapper au lieu de défendre. Pas le plus fort, pas le plus endurant, le plus lucide. Parce qu'en réalité, battre Merab, ce n'est pas battre un homme, c'est battre une logique. Et quand ce jour arrivera, ce sera peut-être le combat le plus fascinant qu'on puisse voir. Le choc entre le désordre humain et la perfection mécanique. Entre la fatigue et la clarté. Entre la rage et la constance. Merab-Dvalishvili n'est pas invincible. Il est juste la preuve vivante que la volonté peut battre le talent, que la répétition peut battre la créativité. Mais comme toute machine, il finira par rencontrer son bug. Et ce jour-là, il apprendra ce que ressentent tous ceux qui l'a broyé. La sensation de ne plus avoir d'heure, et pour la première fois, de ne plus savoir comment avancer. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à très bientôt sur Arrêt Violence.